Bienvenue sur la chaîne Histoire politique avec Koudra. Aujourd'hui, nous avons reçu de la visite de la part de l'ingénieur dans les domaines des télécommunications. Aussi, il est juriste, il répond au nom de Damassi Yoshua. C'était dans les buts d'appuyer la continuité de la vidéo précédente intitulée « Les origines de la guerre du 1-23 de 1881 à 2024 ». Le 20 mai 1997, Laurent Désiré Kabila est investi à la place de la présidence au Congo, un poste auquel il a pu accéder grâce au soutien de la force armée rwandaise et ougandaise. À ce moment-là, une nouvelle armée congolaise est créée, appelée la FARC, donc la force armée congolaise, qui vient de remplacer la phase, donc la force armée zaïroise. Et à ce moment-là, James Kabarebe est celui qui prend les postes du chef d'état-major de l'armée nationale. Voilà. Alors comment expliquer un Rwandais comme James Kabarebe et qui vient au pays, au Congo, et qui devient chef d'état-major général dans un pays qui n'est pas le sien? Là, je ne comprends pas très bien cette question, mais vous savez très bien que Laurent Désiré Kabila est arrivé à prendre le pouvoir au sein de la République démocratique du Congo, premièrement parce qu'il a d'abord été soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, et lorsque Kagame a envoyé son armement au sein de la RDC, il a doté ses pouvoirs de la direction de l'armée rwandaise au sein du Congo à James Kabarebe. C'est pourquoi James Kabarebe, c'est lui qui avait alors pris ce poste-là du chef d'état-major de l'armée. Parce que c'est lui qui a conduit cette armée jusqu'à Kinshasa et prendre les pouvoirs. Et aussi, il faut comprendre une chose. Lorsque on a pris la ville de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila n'y était pas, il était resté au Katanga, mais c'est James Kabarebe et les Kadogo qui ont pris la ville de Kinshasa. D'accord. Le Rwanda au Rwandais, ça c'est notre pays. Les Rwandais nous ont aidés, bien sûr, qu'ils rentrent chez eux. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Suite à la pression de la population congolaise selon laquelle elle est marginalisée par les officiers rwandais, Laurent Désiré Kabila va commencer à se démarquer avec les Tutsis congolais et rwandais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il finit d'ailleurs par rejeter les massacres des Hutus à l'est du Congo sur la peur, l'armée patriotique rwandaise. Après un temps, Laurent Désiré Kabila va licencier tous les Tutsis des postes importants pour les remplacer avec ses frères Katangé. James Kabarebe est limogé de son poste de chef d'état-major pour être remplacé par un beau-frère de Laurent Désiré Kabila. Aussitôt, James Kabarebe va déclencher des mutineries au sein de la FARC, donc de la force armée congolaise. En guise de réponse, Laurent Désiré Kabila, le 27 juillet, il finit par ordonner le départ de toutes les troupes étrangères se retrouvant au Congo. Mais malheureusement, selon lui, les Tutsis du Congo, donc les Banyamulenge, ils sont assimilés. Autrement dit, les Banyamulenge sont des étrangers qui doivent aussi partir comme les Tutsis rwandais. Alors, monsieur l'historien Koudra, est-ce que le fait de chasser les Rwandais, est-ce que cela ne veut pas dire que quelque part Laurent Désiré Kabila était ingrat vis-à-vis de ses alliés qui l'ont aidé à prendre le pouvoir à Kinshasa? Oui, monsieur, je te comprends très bien. Mais là, il n'y a pas question de la religion pour évoquer les cas de la morale. Vous savez très bien que Laurent Désiré Kabila se retrouve occuper un poste dont les prédécesseurs n'étaient plus aimés par sa population. Alors lui doit manifester le contraire afin qu'il soit influent, afin qu'il ait de la notoriété à l'égard de son peuple. Et comme le peuple n'a plus besoin d'être dirigé, de voir les officiers rwandais, alors il faut qu'il fasse de sorte pour voir comment il va parvenir à plaire son peuple.
Et en parallèle de cela, nous voyons les Rwandais. Les Rwandais vont comprendre très bien que la direction nouvellement prise par Kinshasa n'a rien d'intérêt à son égard. De ces faits, les Rwandais liés à l'Ouganda va appuyer la création d'un mouvement rebelle qui prendra le nom du RCD, donc les rassemblements congolais pour la démocratie. Et c'est la deuxième guerre du Congo qui prend le nom de la guerre du RCD. Le fait que les alliés de Laurent Désiré Kabila puissent créer cette rébellion des RCD, est-ce que selon vous c'était un meilleur moyen de faire? Est-ce qu'il n'y avait pas une alternative de la diplomatie, une alternative diplomatique que ces alliés de Laurent Désiré Kabila pouvaient adopter afin de voir comment se faire entendre? Donc, d'abord là-bas, il faut comprendre que le fait que le Rwanda soutient un mouvement rebelle à l'est du Congo, c'est une manifestation vindicative qui cherche à faire la vengeance. Le Rwanda est très en colère. Pourquoi? Parce qu'il a gaspillé sa finance, son armement, pourvu que Laurent Désiré Kabila parvienne à renverser, à valdinguer le pouvoir de Mobutu. Mais comme résultat, Laurent Désiré Kabila décident de les chasser, donc ils sont très en colère. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venger le fait que Laurent Désiré Kabila les chasse du pays. Et c'est ainsi que s'ouvrent de nouveau les fronts à l'est du Congo. Les rebelles contrôlent rapidement les Sud Kivu, les Nord Kivu, les Maniema et la province orientale. Aussi, il est bien de comprendre qu'au cours de l'année 1999, l'Ouganda va soutenir une rébellion nouvellement créée par les MLC de Jean-Pierre Bemba au nord du Congo. En pleine guerre, Laurent Désiré Kabila à Kinshasa sera assassiné par son garde du corps à bout portant le 16 janvier 2001. Pendant que presque toute la partie est du pays, j'ouvre la parenthèse, l'Équateur du Nord, la province orientale, les Maniema, les Kisangani, une partie du Katanga ainsi que tous les Kivu, je ferme la parenthèse, est sous le contrôle rebelle. Par suite, Laurent Désiré Kabila est remplacé par son enfant Joseph Kabila Kabange. Mais à son tour, celui-ci comprend très bien que seule la diplomatie peut avoir la possibilité d'imposer la fin à la guerre. Voilà. Vous venez de montrer comment est-ce que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par son garde-corps. Oui. Et Joseph Kabila, son fils, lui a succédé au pouvoir. Alors le fait pour Joseph Kabila d'opter pour cette stratégie diplomatique, est-ce que ce n'est pas la peur pour lui de ne pas subir le même sort que son père? Là, je comprends la question, mais le fait d'évoquer la notion des pères, je ne vois pas si cela mérite. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de l'honnêteté politique. Vous savez que, très bien que Joseph Kabila prend le pouvoir pendant que la partie est du Congo est sous le contrôle rebelle. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut satisfaire les peuples. Les peuples est tué à l'est du Congo. Alors, il faut appliquer les moyens par lesquels cela prendra la fin. C'est pourquoi Joseph Kabila va alors entamer le processus d'y cesser les faits. D'accord. D'où les accords de Sun City. Oui, c'est là que s'ouvrent alors les accords de Sun City du février 2002 et c'est des Pretoria de l'avril 2002 qui d'ailleurs aboutissent par un gouvernement de transition et à la forme d'1+4. Et à ce moment-là, Joseph Kabila sera le président, mais secondé par 4 vice-présidents. Ce vice-président c'est une chose rare, hein. Oui. Ça ne se fait jamais dans beaucoup de pays. Avoir 4 vice-présidents, c'est un fait rare à l'époque. Oui, justement, c'est ça. Et parmi ces 4 vice-présidents, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Azaria Serouberoa, il y a Arthur Zaïd Ngoma, ainsi que Abdoulaye Yeroudia. J'espère que vous en êtes bien informés. Il était même le bras droit de Laurent
Laurent Désiré Oui, Kabila. justement, c'est ça. Et même son ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Aussi, messieurs les juristes, vous devez savoir très bien que ces accords vont prévoir les processus de mixage. Ces processus-là avaient pour but de soutenir ou bien de mettre en place l'intégration des anciens combattants du RCD. Et aussi à ce moment-là, pendant la guerre du RCD, Laurent Nkunda, il est le commandant de la deuxième région militaire du RCD. Mais lors de l'intégration, lorsqu'alors on a besoin d'intégrer des anciens commandants du RCD pour alors former les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FARDC, le gouvernement congolais va solliciter Laurent Nkunda à prendre les postes du général de la 10e région militaire au Congo, mais Laurent Nkunda va refuser. Et c'est pour quelles raisons Laurent Nkunda a refusé ces postes? On doit les rappeler que c'est un poste juteux. Ah oui, je comprends. C'est un poste de prestige. Pourquoi il a refusé ça? Est-ce qu'il y a-t-il des agendas cachés autour de cette décision? Ah oui, quant à cette question, je vais m'y abstenir, mais seulement je vais évoquer la notion de Johnson Hastings. C'est un écrivain américain selon qui il s'agissait du plan B du Rwanda une fois les accords tournés au désavantage du RCD Goma qui était soutenu par les Rwandais. En 2004, les tensions identitaires entre les Tutsis congolais et d'autres communautés voisines se marquent dans Narsan. Cependant, les Tutsis de Bukavu se réclament être victimes du génocide commis par les FDLR en coalition avec le gouvernement du Congo. Alors ceci va provoquer la réaction de Laurent Nkunda qui en mai 2004 va prendre les contrôles sur toute la ville de Bukavu. En guise de représailles, le gouvernement va déployer 10 000 hommes soldats au sein de la ville de Bukavu, commandité par les généraux de la 10e région militaire Mbuza Mabe. De ce fait, Laurent Nkunda et ses alliés sont dans l'obligation de se replier vers Goma. Entre-temps, les massacres contre les Tutsis s'enregistrent dans les camps de réfugiés. Et d'ailleurs, ce qui va même entraîner de déplacements massifs des Tutsis congolais vers les camps des réfugiés du Burundi. En face de cela, Laurent Nkunda va créer un groupe armé qui sera appelé Anti-Génocide Team, qui sera soutenu d'une manière officieuse par la 81e et 83e brigade militaire de la FARDC, d'ailleurs qui équipe Laurent Nkunda. Et après un temps, Laurent Nkunda va transformer les groupes armés anti-génocide team en comité militaire pour la défense du peuple, donc CMDP. Laurent Nkunda maintenant va s'installer à Kichanga dans les Massissi, autour des limites avec Rutshuru, au sein de la population d'ailleurs dont tu l'es ici. En parallèle de cela, Laurent Nkunda va œuvrer dans une ONG dénommée SNPC, et donc la Synergie nationale pour la paix et la concorde, qui avait comme but principal de mettre en place les différentes tribus pourvu de les réconcilier. Le 25 août 2005, Laurent Nkunda va fusionner les CMDP à la CNPC pour donner naissance au CNDP, donc les Congrès national pour la défense du peuple. Et cependant que Bosco Ntaganda, dénommé les Terminators, va alors aussi adhérer dans les partis CNDP. Pendant qu'il était d'ailleurs recherché par la communauté internationale, parce que la communauté internationale voulait déjà juger Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'il a commis pendant qu'il combattait à Ituri dans son parti qui était dénommé IPC, donc l'Union patriotique congolaise. À suite de cela, Sultan Makenga, lui aussi, va adhérer dans les CNDP et il prendra les postes du commandant dans les secteurs des Rutshuru.
Au cours de l'année 2006, le gouvernement congolais mesure alors la menace de Laurent Nkunda et du CNDP. À ce même moment, le CNDP va rédiger un libelle anti-kabiliste et va rassembler les contestataires et avance à ce moment-là des revendications réclamant la légitimité nationale ainsi qu'internationale. En guise de réponse, la justice congolaise va reprocher Laurent Nkunda et les membres du CNDP des crimes de guerre qu'ils ont commis lors de la prise de Bukavu. À ce moment-là, Laurent Nkunda, vraiment, il devient une figure centrale de la contestation et il devient à l'égard du gouvernement congolais comme un criminel. En novembre 2006, le CNDP décide de lancer une attaque contre les gouvernements congolais à Sake. Les affrontements ne vont durer que 2 mois et après 2 mois, le 16 janvier 2007, un accord est conclu entre Laurent Nkunda et John Numbi qui à ce moment-là, il prend le poste du chef d'état-major de l'armée de l'air au Congo. Et ces accords vont prévoir aussi les processus de mixage qui vont de nouveau permettre aux combattants du CNDP à intégrer dans l'armée nationale. Mais après cette intégration dans l'armée nationale, les membres du CNDP seront accusés par le gouvernement congolais d'avoir commis des meurtres, de viols de masse dans les régions occupées par les FDLR. C'est ainsi que les autorités congolaises comprennent alors que le fait de vouloir intégrer les membres du CNDP dans les FARDC n'a rien de progressiste de la part de la paix. Là, nous sommes en 2007. Les FARDC vont alors lancer une attaque contre les CNDP. Mais cette attaque finira par une défaite de la part de la FARDC en fin décembre 2007. Et à ce moment-là, il y aura le cessez-le-feu qui sera instauré, mais qui tournera à l'avantage des rebelles. Alors, monsieur l'historien, comment expliquer que l'armée nationale a été vaincue par un mouvement rebelle? Quant à cette guerre, il y a 3 raisons, mais l'une qui est très importante, et c'est celle que je vais alors te montrer. Vous savez très bien, il y avait le problème du moral au sein de FARDC. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir au cours de la guerre, il y avait eu des militaires congolais qui désertaient pendant que les militaires du CNDP restaient actifs. La deuxième raison, Laurent Nkunda gardait toujours des liens avec la 81e et la 83e brigade de FARDC. Ça veut dire qu'il était en contact avec des officiers militaires de FARDC qui avant travaillé dans les RCD. Aussi, la troisième raison, d'après le gouvernement congolais, n'avait pas cessé de réclamer le fait que derrière les CNDP, il y avait les gouvernements rwandais qui s'y cachaient. Si il est bien de savoir qu'après ces accords de 2007, l'instauration de la paix semblait avoir eu lieu à l'est du Congo. Mais au début 2009, il y a des incompréhensions au sein du CNDP entre Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda, les fondateurs du parti. Et quelle est la raison de leur incompréhension? Oui, vous savez, au cours de l'année 2008, le Rwanda et le Congo proposent déjà de mettre en place une opération qui sera appelée Omoyawetu, qui avait pour but de traquer les rebelles des FDLR qui se sont installés au nord Kivu. Alors, le gouvernement congolais va alors intéresser les CNDP de pouvoir aussi participer dans cette opération dans la mesure où à ce moment-là tous ont un ennemi commun qui est les FDLR. D'accord. Mais malheureusement il y aura de la dissidence au sein du parti sur les niveaux opiniâtres. Ça veut dire que Laurent Nkunda refuse de participer à cette opération. Pendant que Bosco Ntaganda, à son tour, accepte de pouvoir participer dans cette opération pourvu qu'on puisse traquer, chasser le FDLR du Nord Kivu.
C'est ainsi que, au sein d'une conférence de presse tenue le 18 janvier 2009, Bosco Ntaganda va informer au public que Laurent Nkunda est démis de ses fonctions. C'est ainsi que Joseph Kabila va alors profiter de ces retraits de Laurent Nkunda. Cette fois-ci, il va leur proposer à Bosco Ntaganda les accords. Et ce sont alors les accords à Goma le 23 mars 2009. Alors, monsieur l'historien, que prévoyaient ces accords? Parce que nous savons que les 1.23, ils justifient que ces accords n'ont pas été respectés. Oui, bien sûr. Alors, les internautes voudront savoir qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans ces accords du 23 mars pour qu'il y ait alors création du 1.23. D'abord, au préalable, il faut bien comprendre que ces accords avaient été à Goma sous les parrainages de Lusengu Obasanjo, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies, ainsi il était l'ancien président nigérian. Du Nigeria. Aussi, il y avait Benjamin Mpaka, qui était l'envoyé spécial de l'Union africaine, qui fut l'ancien président de la Tanzanie. Alors, ces accords prévoyaient d'abord l'intégration des unités militaires du CNDP dans les FARDC. À part cela, il y avait prévoyait le fait que les CNDP doivent devenir un parti politique congolais. En outre, il y avait aussi le fait là de mettre en place des lois d'amnistie pour les inculpés. Vous savez très bien que dans les CNDP, il y a des inculpés internationaux ainsi que nationaux. C'est ainsi que Bosco Ntaganda devient le général dans l'armée FARDC, et ses membres sont affectés dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que les anciens membres du CNDP seront affectés dans des sites miniers dont ils prennent alors les contrôles. Mais là, il faut noter une chose. Malgré le fait que Bosco Ntaganda a trahi Laurent Nkunda, il faut comprendre que Sultani Makenga en est resté fidèle. Mais dans cette même année, Sultani Makenga finira par intégrer avec ses membres dans les FARDC. Ça veut dire là, il n'y a aucun problème encore. Comme les accords stupides qui est amnistie, et c'est ce que le CNDP voulait. Donc il n'y a plus de problème. Oui, c'est ça que moi je pensais. Mais en outre de cela, il y a un autre problème. Vous savez que parmi les principes de ces accords, on disait qu'aussi les CNDP doivent jouir à la vie politique de la RDC. Mais qu'est-ce qui va se passer? Là, nous sommes alors en 2012. Il y a un problème. Lequel? Le président Joseph Kabila est sous pression internationale qui, à ce moment alors, souhaite juger Bosco Ntaganda au sein de la Cour pénale internationale. Alors, Joseph Kabila va parvenir à ordonner du ciel l'arrestation de Bosco Ntaganda. On cherche Bosco Ntaganda, mais Bosco Ntaganda, il est déjà introuvable. Il déserte avec près de 600 soldats. Cependant, son antagoniste Sultani Makenga, à son tour, s'émitine vers le Nord Kivu. À ce moment-là, l'appel à la rébellion est lancé au Nord Kivu. Et c'est ainsi que des officiers militaires des FARDC vont commencer à rejoindre la rébellion au Nord Kivu. C'est le cas de Bernard Biamungu, le commandant du 9e secteur à Uvira, pendant qu'il cherche à rejoindre la rébellion au Sud Kivu. Il sera stoppé par les 42e bataillon des unités de réaction rapide, ici du camp de Moura, commandité par un jeune lieutenant, colonel Mamadou Ndala. C'est ainsi que les rebelles se réclament ouvertement sous les noms du mouvement du 23 mars, donc du 1-23. Ils prennent comme prétexte le fait que les accords du 1-23 ne sont pas respectés. Est-ce que c'est réellement vrai que ces accords n'ont pas été respectés par le gouvernement de Kinshasa? En vrai dire, oui, les accords ne sont pas respectés. Vous savez qu'avec les accords du 23 mars,
tous les groupes rebelles qui étaient à la base de la deuxième guerre du Congo étaient déjà amnistiés et faisaient déjà partie de l'échiquier politique de la RDC. Nous avons là-bas le RCD, il y avait le MLC, il y avait tant de partis qui jouissaient déjà de la vie politique au Congo. Et c'est le même sort qui était prévu pour les CNDP. Mais ça arrive déjà en 2012, on vient fraîchement des élections de fin de décembre 2011. Le gouvernement est déjà organisé, mais les CNDP ne fait même pas partie de l'échiquier politique de la RDC. En outre de cela, on a besoin d'arrêter Bosco Ntaganda pendant qu'aux accords du 23 mars, on avait prévu la loi d'amnistie. Ça veut dire presque d'une manière complète, les accords du 23 ne sont pas respectés. Je suis prêt à la suite au cours de la semaine prochaine. On va publier une autre vidéo dans laquelle on va montrer ce qui va se passer alors de 2012 à 2023 lors du déclenchement de la deuxième guerre du 1-23.